d'autres pays qui partageaient une autre monnaie et dans les et donc on a supprimé toutes ces barrières en créant une seule zone monétaire dans l'Europe. L'épargne d'Espagne, d'Allemagne, de Grèce, de France, d'aller s'investir dans n'importe quel autre. Et où l'épargne s'investissait, où c'est plus rentable, là où les taux de profit sont les plus élevés, là où les systèmes industriels sont les plus efficaces. On a un appauvrissement de toute l'Europe périphérique. Alors l'Europe périphérique, c'est l'Europe du Sud, hein, mais c'est aussi ce qui est l'Irlande, c'est aussi la France, c'est aussi un peu le Royaume-Uni, mais qui n'était pas dans la zone euro, mais qui est en gros l'Allemagne, le Benelux, en gros l'Allemagne quoi, et a commencé à être de moins en moins présente dans les pays périphériques. Alors pourquoi ça? Bien parce que simplement, ces pays périphériques allemand, de l'histoire de l'industrie allemande et de la main-d'œuvre qualifiée. Face à ça, on n'a rien fait. Donc, aujourd'hui, on est européenne. Qu'est-ce que c'est qu'une politique industrielle? Orienter le tissu industriel là où il manque. À partir de Roumanie, on voit le phénomène un peu autrement, parce que, et c'est vrai dans l'industrie, mais aussi dans l'agriculture, et même dans les services, c'est qu'il y a à peu près 2 millions de Roumains qui sont à l'extérieur. Et une large partie en travail dans l'industrie et dans l'agriculture et dans les services, c'est-à-dire qu'ils sont assez mal payés. On a très souvent un cas où on a des familles qui sont complètement désarticulées, des gens qui accumulent de l'argent mais qui ne vivent plus avec leur famille, et ça entraîne des problèmes. Donc on a l'impression que les opportunités à d'autres pays dans cette logique-là sont finalement l'Espagne, la Grèce, les pays européens, destinés à aller aider les périphériques à s'industrialiser. Quand les autres pays d'Europe sont là, le président français particulièrement, et donc quelque part, on quoi. Leur prix. Il coûte cher d'être toujours au top de la concurrence, donc des lois quasiment inexistantes, ou très peu. Et puis finalement, les travailleurs qui sont attirés par les pays d'Europe de centre, dans lesquels les salaires sont élevés. Et donc on a effectivement une main-d'œuvre qui part, qui va s'embaucher, souvent dans des travaux qui sont très difficiles, et qui sont aussi le fruit de, qui aussi un peu la compétitivité de l'Allemagne et de certains pays. D'accord, est-ce que vous pouvez nous expliquer la compétitivité de l'Allemagne se développe sur... L'Allemagne, ils ont un système social qui est très particulier. Très récemment, ils n'avaient pas de salaire minimum. C'était les conventions collectives de chaque branche qui s'imposaient. Alors évidemment, ils avaient des très bonnes protections pour l'industrie, mais dans l'industrie, et les services, il y avait quasi les salaires pouvaient être très faibles. Et donc en fait, l'opportunité pour les Allemands, ça a été justement d'attirer dans les services, les moyens et dans l'agriculture, une main-d'œuvre pas chère, qui venait de Pologne, etc. Absence de salaire minimum, de faire venir des salariés à bas coût dans leur économie, ce qui a entraîné évidemment une amélioration de leur compétitivité. La deuxième chose, c'est à produire petit productif et pas tout, tout on va dire à faible valeur ajoutée, facile à faire, dans des petites entreprises républicaines en Europe orientale, dans des pays dans lesquels les main-d'œuvre étaient moins chères. Utilisant la main-d'œuvre chez eux et en allant faire la main-d'œuvre peu chère dans les pays, en construisant ces pays-là, en investissant. C'est la stratégie Volkswagen en particulier, qui a repris un certain nombre un Skoda, etc., des entreprises, où ça fait aussi Renault en rachetant Dacia, en modernisant Dacia et en utilisant Dacia comme plateforme pour fabriquer des produits moins chers que ce qu'on fait en France. D'accord. Alors si d'un côté on voit bien c'est un système où les gens qui sont l'un sur l'autre finalement dans un système de concurrence généralisé, d'un autre côté, on a l'impression que l'Europe, qui est elle beaucoup plus riche, cette autre Europe, on pourrait dire, qui est transversale, a quand même dans ce système. Je suis pas tellement sûr que
Par exemple, je suis quasiment sûr que les Allemands prospèrent. C'est-à-dire que même dans les pays les plus riches, comme l'Allemagne, on va voir effectivement une partie de la population qui a profité de ce système avec simplement des produits de bonne qualité moins chers. Et puis on va voir se développer aussi la pauvreté, qui va être une partie de la pauvreté immigrée, évidemment. Donc c'est un travail pas cher, mais qui va aussi être le produit des systèmes. On introduit la concurrence dans tous les métiers à bas coût. On accentue donc cette concurrence et donc on crée de travailleurs pauvres. En Allemagne, il y a très peu de chômage, par exemple, un taux de chômage qui est inférieur à 5%. En même temps, on a une pauvreté qui a explosé ces dernières années. Et donc, le souci, c'est ce système-là, il fait des gagnants et des perdants. Et clairement, les gagnants se trouvent un peu dans tous les pays, plus dans certains pays que dans d'autres, bien sûr, et les perdants, on les voit aussi partout, les travailleurs. Et puis ceux qui sont ne travaillent du tout, les chômeurs, on pense, qui n'ont pas d'emploi, qui survivent grâce aux aides sociales. Oui, alors j'ajoute au foot, en Europe. Mais ce qu'on voit, c'est-à-dire le dumping social et la fin du droit du travail, parce que un pays où la Roumanie, où il existe bien un droit du travail, mais qui n'est qu'une réalité fictive, qui n'est que fictive, pardon. D'un autre côté, on voit aussi qu'il existe un dumping fiscal, où il existe en fait une manière à ce geste qui est finalement celui un État-nation et peut-être même à l'Europe, qui est oui, alors que l'autre gain, et notamment c'est un autre souci, c'est qu'on n'a pas harmonisé les systèmes sociaux. Bien sûr, on n'a pas non plus cherché. Et on constate qu'un certain nombre d'entreprises profitent de différentes fiscalités pour aller avoir leur siège social aux Pays-Bas, leur filiale d'importation, exportation en Irlande, etc. Et à la fin, on a un taux réel d'imposition de société qui est très faible. L'Union européenne était incapable en tout cas d'empêcher cela. Et notamment, on l'a vu avec l'Irlande, qui est un pays dans les impôts sur les sociétés sont très faibles. Quand il y a eu, on a aidé l'Irlande, l'Union européenne a été incapable d'aider cette Irlande de ramener un taux d'imposition aux autres pays européens. Et donc maintenant, la stratégie de la plupart des pays, c'est de défiscaliser les entreprises, d'exonérer d'impôts une certaine partie de la population riche pour les attirer et pour bénéficier de ses revenus. Alors le champion d'Europe dans ce cas-là, c'est Luxembourg, qui a complètement organisé toute son économie pour rapatrier les sièges sociaux des entreprises. Donc ce qu'on nous raconte aussi, Panama Leaks, si je me rappelle bien, on a un centre de l'évasion fiscale au cœur de l'Europe. C'est une vieille tradition européenne. Donc le Panama, bien sûr, mais c'était plutôt une manière de cacher l'argent. Mais cet argent, il allait pas réellement au Panama. C'est-à-dire que c'était une entreprise qui organisait la fraude fiscale, mais pas que au Panama. Et donc, ce qui se passe, c'est que aux luxembourgeoises, on s'aperçoit maintenant qu'il y a des aberrations. C'est-à-dire que le Luxembourg est devenu un gigantesque exportateur de marchandises alors qu'il ne produit rien. Simplement parce que ces marchandises sont fictivement exportées. Oui, j'ai appris que les Normands nous importaient des bananes. Oui, exporter des bananes, voilà, effectivement. Et en Roumanie, elles sont importées de Hongrie. La banane est un aliment qui pousse très facilement partout. Voilà. Exposé, et nous espérons vous revoir bientôt sur nos antennes. Je vous en prie, merci. Le café des francophones. Sur ce prend fin cette émission de Roumanie Internationale. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.